Au sein du programme du Parti des Européens, une importance considérable est donnée à l'apprentissage des langues, parce que la langue est un vecteur essentiel de communication. Bien sûr, on peut imaginer des systèmes de traduction qui vont s'étoffer et s'améliorer avec le temps, y compris de la traduction simultanée, éventuellement même sonore. On peut imaginer, dans le futur, qu'on pourra s'adresser à une personne dans notre propre langue, que la personne s'adressera à nous dans sa langue, mais qu'on aura l'impression de l'entendre dans la nôtre. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc, il faut se baser sur la réalité actuelle. Quelles sont les langues que les Européens vont utiliser? D'abord la leur, évidemment. Mais ensuite, lorsqu'ils vont s'adresser entre Européens, ils vont choisir une autre langue. Donc la question de savoir quelle langue il faut favoriser, quelle langue il faut reconnaître, tout ça c'est fondamental. De fait, aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est l'anglais qui sera la lingua franca de l'Europe. Il est déjà le langage dominant de l'Union européenne actuelle, malgré le Brexit, et malgré le départ du pays anglophone par excellence, qui est le Royaume-Uni. Évidemment que le français et l'allemand, par exemple, sont, de ce point de vue-là, en retrait. La question aussi est de maintenir toutes les langues à égalité. Vous avez aujourd'hui une traduction obligatoire dans toutes les langues. On peut imaginer maintenir cela, y compris dans des langues en plus lorsque l'Union européenne va s'élargir. Mais ça pose un problème de coût et de technicité. Moi, je pense qu'il faut valoriser les 6 grandes langues européennes de culture que je vais citer, et qui sont par ailleurs celles qui sont possibles d'apprentissage à l'école, parce qu'on pourrait imaginer apprendre toutes les langues possibles, il faut des enseignants. Donc, les langues qu'on peut apprendre à l'école en France ou dans les autres pays d'Europe, il y a l'anglais bien évidemment, qui fait quand même partie des langues dont on ne peut pas se passer, même s'il faudra éviter les tendances au globish. Il y a l'allemand, bien entendu, il y a le français, évidemment, il y a l'espagnol, l'italien et le russe. Alors, lorsqu'on veut apprendre de l'italien et du russe en France, c'est pas si facile que ça. Pour l'anglais, l'allemand et l'espagnol, c'est encore largement faisable. Mais, en tout cas, voilà les langues les plus signifiantes. Ce sont des langues qui ont un impact international également, et qui ont la littérature et la culture la plus riche. Ça ne saurait méjuger d'autres cultures d'Europe tout à fait estimables. Pensez à la culture polonaise et à tant d'autres. Moi, il y a des langues que j'aime beaucoup, comme le grec moderne, mais je ne vais pas en faire une langue unitaire européenne. Donc, sur cette base-là, encourager au moins l'apprentissage de ces 6 langues européennes dans les établissements scolaires de toute l'Europe. Et puis ensuite, il y a la question de la langue unitaire. Si on ne fait rien, ça sera l'anglais. Est-ce que c'est intéressant et intelligent d'avoir comme langue unitaire la même langue que les États-Unis? Certes, la société américaine est issue en partie de la société européenne, même si la part des Euro-Américains ne cesse de diminuer aux États-Unis, mais ce n'est pas forcément souhaitable. Ça peut faciliter un certain nombre de choses, mais il y a un grand risque de déculturation européenne, de destruction de nos identités fondamentales. De ce point de vue-là, il faut une langue autre, il faut une langue qui ait une résonance identitaire beaucoup plus affirmée. Et ça ne peut pas être une langue à vocation mondiale et totalement artificielle comme l'espéranto. Il faut que ce soit une langue qui ait un enracinement. Il faut qu'il y ait un mythe autour de cette langue, et pas seulement un intérêt d'avoir une langue unitaire. Or, il y a une langue qui est la langue ancestrale de quasiment 96% des Européens, de presque toutes les langues indo-européennes. C'est ce qu'on appelle le proto-indo-européen en termes linguistiques, ou PIE. Il y a un projet d'Espagnol qui a voulu moderniser cette langue, en tout cas en faire la langue nationale de l'Union européenne. Un projet qui s'appelait NGU, alors je prononce mal, mais ça veut dire la langue en indo-européen, et qui est un projet intéressant. Effectivement, il y a l'idée de prendre ce qu'ils appellent l'europaium, ou européen, comme langue unitaire. C'est à la fois un peu les avantages de l'espéranto, sans le côté artificiel, puisque c'est la langue originelle de nos ancêtres. Donc il y a une démarche identitaire, on ressuscite la langue de nos ancêtres indo-européens, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça rappelle le choix d'Israël de l'hébreu, ça rappelle la renaissance du cornique, donc dans les Cornouailles britanniques. Je trouve ça intéressant, et je trouve que c'est un projet archéofuturiste d'une certaine manière, projeter dans le futur la langue des anciens.
Et il est évident aussi qu'il y a l'apprentissage des langues classiques, qui est en train de s'effondrer. Je crois fondamentalement qu'une Europe digne de ce nom ne peut pas se séparer du latin et du grec ancien. Donc il faut réhabiliter ces langues, les refavoriser leur enseignement, refavoriser leur apprentissage, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'essentiel de notre culture. Une Europe sans latin et sans grec, c'est comme des forêts sans loups. Certains s'en accommoderaient, mais pas nous. Il est indispensable non seulement de renforcer l'apprentissage des langues européennes importantes, mais il est aussi indispensable de favoriser les humanités classiques. Après, il y a un problème de méthodologie de l'apprentissage. Je vais parler de l'exemple français que je connais un peu mieux. Il faut que la langue soit le cœur de l'enseignement, que ça ne soit pas un vecteur de propagande pour autre chose. Au lieu de parler de culturel et de pseudo-politique, toujours de gauche d'ailleurs, dans l'enseignement des langues, il faut parler de cela bien plus tard. La base, ça doit être l'apprentissage technique de la langue, c'est-à-dire, concrètement, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation. Et c'est seulement à partir d'un niveau très satisfaisant sur ces 3 items qu'on peut envisager d'élargir la réflexion à l'histoire du pays et autres. Mais ce n'est pas le but d'un enseignement linguistique. D'abord, c'est de parler la langue, tout simplement. Et en France notamment, alors qu'on a un niveau de maîtrise des langues étrangères très médiocre, eh bien, on détourne l'apprentissage de la langue vers des sujets sociétaux, et ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Les élèves sortent parfois au bout de 7 ans d'apprentissage d'anglais et sont incapables de se débrouiller. Ce n'est pas normal. Alors on va leur parler de tous les trucs politiques possibles, mais on ne va pas leur parler de l'essentiel, la langue. Donc, un apprentissage des langues étrangères, des grandes langues européennes dans le cas présent, ça passe par une forme de matraquage, mais c'est comme ça. Je le répète, et il faut que ça soit bien dit, vocabulaire, grammaire et prononciation. Alors, des langues qui demandent plus d'efforts de prononciation que d'autres. L'anglais est plus compliqué à prononcer que l'allemand, par exemple. Mais l'allemand est plus dur grammaticalement que l'anglais. Même si ce sont 2 langues germaniques, évidemment. Il faut bien avoir ça en tête. Et il faut un enseignement harmonisé, avec un vocabulaire technique. Par exemple, je crois qu'on a tort en français, en grammaire française même, d'utiliser des termes à nous, entre guillemets. CED, COI, etc. Tous ces termes qui ont d'ailleurs changé, je crois, parce qu'on change en permanence de nom, ça n'a pas de sens. Il y a des termes grammaticaux qui sont précis et qu'il n'y a qu'à respecter. Nominatif, accusatif, génitif, etc. C'est des termes techniques, peut-être, mais c'est des termes précis qui sont compréhensibles dans toute l'Europe. Voilà. Donc pourquoi parler de complément du nom? Non, ça s'appelle un génitif. Point. Il n'y a pas de complément d'attribution, c'est un datif, etc. Halte à la néogrammaire technocratique qui n'a aucun intérêt. Changer les termes, passer de COD à je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'on en a à faire? Groupe sujet, etc. C'est une terminologie à la française. Non, on parle de nominatif, accusatif, unitif, datif, etc. Et même éventuellement de commutatif et compagnie, ça existe. Il y a des termes grammaticaux, ils sont internationaux, on n'a qu'à les respecter. On les apprend bien en grec ancien, en russe ou dans d'autres langues. Alors pourquoi on ne les apprendrait pas en français? Bien sûr, vous me direz, il n'y a pas des désinences marquées. Mais la place dans la phrase définit les choses. Effectivement, le nominatif et l'accusatif en français ne diffèrent pas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'existent pas.